Madame la ministre, chères consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, merci d'être présents avec nous. Merci d'être présents cet après-midi avec nous pour cette séance publique de la classe des arts. Je vais commencer un petit exposé qui concerne la Libye du tram et puis je céderai la parole à mon confrère Laurent Ney qui vous parlera des ouvrages d'art et leur contribution dans les espaces publics. Alors, ça c'est moi. Mon petit exposé va s'intituler « Le parfait alibi, le tram pour requalifier l'espace public ». Je suis urbaniste, je ne suis pas un spécialiste de la mobilité, mais je vois que dans les villes où s'est installé le tram, il y a eu d'énormes progrès au niveau de la qualification des espaces publics. Et donc, la question, c'est de savoir si l'attractivité renouvelée des villes qui ont accueilli le tram ne provient-elle pas uniquement de cette infrastructure, mais provient-elle aussi de la qualité des aménagements qui l'accompagnent? C'est la question que je me pose. En fait, la mobilité est une condition qui est remplie par le tram, qui en est le moyen. L'espace public est peut-être l'objectif, le but à atteindre au travers des aménagements réalisés pour effectuer le moyen. Il faut savoir aussi qu'en termes d'économie, on considère le tram comme une demande dérivée. Ça veut dire que pour un voyageur, le déplacement n'est pas un but en soi, sauf en cas de promenade, mais le transport lui permet de se rendre d'un point A à un point B pour effectuer certaines activités, notamment le travail, les loisirs, les achats, la résidence. Je vous propose de réfléchir à ce thème en 3 temps. D'abord, essayer de reposer la question « qu'est-ce qu'un tram ?» Prendre des exemples, surtout en France, où le tram a été vraiment un élément de dynamique urbaine important. Et puis, comme je suis liégeois, me poser des questions sur cette bonne vieille ville de Liège qui est en train de se doter de cette infrastructure. Les définitions. Alors, le tramway, ça vient de tram, rail, et way, voie. Donc, autrefois, c'est un chemin de fer établi sur la chaussée d'une route ou d'une rue au moyen de rails sans saillie, rail à ornière, voie ferrée d'intérêt local établie en totalité ou en partie sur la voie publique ou en accotement de route. Aujourd'hui, c'est un chemin de fer électrique principalement, destiné au transport urbain ou métropolitain et suburbain de voyageurs et il est implanté en totalité ou en partie sur la chaussée des rues empruntées. On donne aussi à tram le nom du véhicule, du matériel roulant. Donc, on voit directement que le tram, c'est un élément qui s'adresse à une échelle métropolitaine. Si on revient à la définition du matériel roulant, un tram, il se compose de quoi? Il se compose de rames. Pardon. Il a un plancher bas qui en permet facilement l'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Il est guidé par un rail et il fonctionne sur pneus ou sur rail, mais il y a des trams qui ont des pneus et qui sont guidés par un seul rail, on le verra tout à l'heure. Il est souvent électrifié, l'électricité provenant soit des caténaires, les lignes aériennes, ou bien ça peut être aussi des batteries, et ça peut être aussi par induction lors des arrêts. C'est une technique qui est robuste, qui est éprouvée, puisque
Le premier tram date de 1832. Le premier tram hippomobile était installé effectivement à New York en 1932. Ensuite, en 1969, Bruxelles a eu également un tram hippomobile. En 1971, Liège s'est doté d'un tram hippomobile. En 1894 sont apparus les premiers trams électriques à Bruxelles. En 1893, il y a eu un début d'électrification à Liège. Et puis, le tram a été abandonné entre 1930 et 1970 au profit des autobus, principalement à Liège. Et puis, c'est suite au choc pétrolier de 1973 et au développement d'idées telles que le développement durable, ce sont des idées qui sont apparues en 1987, qu'on en est revenu au tram et à l'installation de nouveaux trams. Alors on peut se demander si le tram est vraiment la solution économique innovante idéale, s'il n'y a pas d'autres alternatives plus modernes, si ce n'est pas un moyen archaïque, désuet aujourd'hui. Mais ce qu'on considère, et c'est le CERTU qui le dit, c'est que l'innovation sur le système de transport a un coût, celui de l'incertitude dans la mise en place du système et de son exploitation. Par exemple, à Nancy et à Caen, en 2010, on a imaginé et innové avec une technologie mixte pneu-fer, et cette mise au point a été excessivement difficile au niveau sécurité, au niveau fiabilité. Les coûts de maintenance ont été multipliés par 5 et les coûts d'exploitation par 2. À Douai, même chose, on a imaginé un tram guidé par plot magnétique et là aussi, on a dû faire marche arrière parce que ça coûtait fort cher. Donc tous ces investissements publics qui sont lourds, finalement, trouvent à être rentabilisés dans une technologie fiable et qui doit certainement encore évoluer, comme la technologie du tram. Ce qui n'empêche d'innover. Par exemple, Translore à Clermont-Ferrand a imaginé un tramway sur pneus et rail unique. Et à Bordeaux, on a inauguré aussi des systèmes sans caténaire avec des recharges au niveau du sol pour l'électricité, ce qui, au départ, a posé aussi des difficultés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tram est un moyen de transport qui est adapté à notre époque. C'est un mode de transport durable. C'est une réponse à la pression climatique. C'est un système qui est électrique, sécuritaire, silencieux. Les bandes de roulement du tram peuvent être engazonnées, perméables. Et au niveau de la qualité de vie, l'accessibilité avec son plancher surbaissé est assez facile. Il y a évidemment beaucoup moins d'effets de gaz à effet de serre que dans l'utilisation, par exemple, d'autobus. Il y a moins de bruit, on économise de l'espace et nous verrons l'importance que l'économie d'espace peut avoir sur le réaménagement urbain. Et le tram permet aussi de faire la jonction avec d'autres mobilités. Donc des mobilités, on a des mobilités électriques. On voit aujourd'hui l'apparition des vélos, des trottinettes électriques, des skateboards, des overboards électriques. Et donc tous ces éléments-là permettent de rejoindre le tram. Tram qui peut conduire, lui, à des moyens de transport qui sont à l'échelle nationale, comme le train. On a d'autres systèmes aussi, comme les systèmes connectés et les systèmes partagés, qui peuvent facilement être mis en relation avec le tram. Donc, c'est en tout cas un moyen de participer au report modal depuis l'automobile, l'auto-solo, vers un moyen de transport plus durable et convivial.
Pour information, un tram est l'équivalent à peu près de 3 bus en termes de capacité et transporte à peu près 300 personnes pour une longueur de l'ordre de 45 mètres. Si vous transportez 300 personnes dans des voitures, et si ces voitures sont conduites par un seul conducteur, vous avez besoin de près de 2,5 km pour assurer le même transport de personnes. Et le tram a aussi une bonne vitesse de circulation, puisqu'on circule en tram environ 15-20 km à l'heure en ville, ce qui est intéressant. Évidemment, le tram a des répercussions sur son environnement direct. Et le choix au départ du réseau qu'on va utiliser pour le tram va influencer tout le développement de la ville et de la métropole. Il y a 2 grands systèmes structurants différents. Il y a le système linéaire, où on arrête de poissons. Vous avez une voie de tram sur laquelle viennent se connecter par exemple des autobus ou des modes doux. Et vous avez un autre système, qui est un système maillé, qui permet d'aller plus loin dans le détail, je vais dire, de la ville, dans les quartiers. Et la grosse différence entre ces 2 réseaux, c'est que le premier réseau est un réseau qui est fait plutôt pour les périurbains. C'est-à-dire qu'une ville qui se dote d'un système structurant type linéaire, avec des parkings de délestage aux extrémités, est quelque chose qui est envisagé plutôt pour des gens qui viennent travailler en ville et qui vont quitter la ville par après. Tandis que si vous travaillez avec un réseau maillé, vous allez plutôt desservir des quartiers et plutôt favoriser la vie dans la ville. Je vais citer ici François Schreuer, qui est un conseiller liégeois, qui disait que la desserte en transport commun sera objectivement dégradée par l'arrivée du tram, notamment par l'éloignement parfois très important des stations de tram, là où les lignes de bus, dont la suppression est annoncée, assurent aujourd'hui un maillage beaucoup plus fin. Donc le choix du système structurant influence directement la vision que l'on peut avoir de la ville, et donc savoir si on veut desservir des quartiers, se mettre à l'usage des habitants, ou si au contraire, on veut faire une ville qui soit une entité plutôt au service des périurbains venant travailler en ville et puis retournant en périphérie le soir. Le tram est une infrastructure lourde. Ça demande énormément d'efforts, non seulement au niveau financier, mais également pendant la période des travaux. Le tram a des largeurs d'emprise qui peuvent être de l'ordre de 2,60 m, et donc à double sens avec les zones de sécurité, on est à près de 7 mètres. Et souvent, et on verra en France c'est le cas, on n'hésite pas à aller de façade à façade et profiter des travaux du tram pour remettre d'une part en ordre tout ce qui est dans le sol, les impétrants, le gaz, l'électricité, les égoutages, etc., mais également réaménager l'espace public qu'on parvient à économiser, à reprendre sur les routes qui étaient consacrées auparavant à l'automobile. Et il est donc important, ici encore, pour les politiciens, pour les gens qui sont en rapport avec les habitants, de parler des problèmes que va soulever le tram, notamment pendant cette période de travaux, qui est une période qui est longue, difficile, parce que l'accessibilité, notamment au commerce, est rendue plus difficile. Et dès lors, il paraît important d'accompagner tout cela de communication, de réflexion, de discussion avec les riverains pour que le tram soit accepté par tous et que cette période un peu difficile puisse donner lieu par la suite à un nouveau aménagement qui soit bien meilleur.
Non seulement l'infrastructure est lourde, mais le coût est relativement lourd pour le tram. On parle entre 15 et 50 millions d'euros par kilomètre. En Allemagne, où les gens sont très pragmatiques, on s'occupe uniquement du tram et on parvient à réduire les coûts de l'ordre de 15 millions d'euros le kilomètre. En France, comme on le verra dans certains exemples, on n'hésite pas à profiter du tram pour revoir la manière dont les espaces publics sont aménagés, et là, on est plutôt dans la fourchette haute. Évidemment, le tram, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est un investissement peu risqué et qui, à terme, si les espaces publics sont bien aménagés, va rendre plus de valeur au foncier qui l'entoure. À titre de comparaison, 1 kilomètre de métro coûte à peu près la même chose que 5 kilomètres de tram. Et 5 kilomètres de tram coûtent à peu près la même chose que 25 kilomètres de bus à haut niveau de service. Au niveau de l'exploitation, les frais sont à peu près équivalents. À Liège, par exemple, puisque je prendrai l'exemple tout à l'heure, la ville a contracté avec Tram Ardent, qui est une association d'entrepreneurs, de constructeurs de trams, de banques, pour organiser un PPP. Et donc le tram, dont la construction démarre, sera réalisé pour 430 millions d'euros. L'exploitation, plutôt la maintenance du tram et sa réalisation, jusque le 21 janvier 2050. Ce qui n'est pas compris dans ces 430 millions, ce sont les frais et les charges pour le personnel et les frais d'énergie. Et on voit que le tram est une opportunité, un outil de redéveloppement urbain. L'image qu'il donne à la ville est une image qui est positive. Et on assiste à un réel marketing urbain, notamment en termes de tourisme aujourd'hui. Les villes jouent sur le tram, sur l'image du tram, pour attirer des gens chez elles. C'est un outil de requalification urbaine. Ça permet de libérer des espaces pour permettre d'aménager des espaces pour les citoyens. C'est un mode de surface, c'est-à-dire qu'on voit les rails du tram, il oriente les espaces. Au niveau de l'échelle urbaine, on peut dire que le tram aussi permet de dévoiler des lieux, de créer des nouvelles destinations et donc de rendre, avec cette accessibilité accrue, une stimulation, de donner une stimulation économique. Il participe au renouvellement urbain. C'est un réel outil de requalification et de dynamisation urbaine. Mais en définitive, on peut dire que pour l'urbaniste, le tram est le parfait alibi, le parfait prétexte pour requalifier l'espace public. Et j'en arrive comme ça à quelques exemples, et notamment des exemples en France où le tram a été largement utilisé pour requalifier des espaces publics. Premier exemple, Bordeaux. Bordeaux, où Juppé a voulu un tram sans caténaire, ce qui a causé quelques problèmes au départ. Et vous voyez que ce tram a fortement modifié l'image de la ville de Bordeaux. Vous avez sur la diapositive de gauche les quais devant la Bourse avant l'aménagement du tram. On n'y voit que des voitures vides, on n'y voit quasi personne, il n'y a pas de personnes, on ne voit pas de passants, on ne voit personne, il y a des voitures, des parkings. Et vous avez sur la deuxième image
l'espace aménagé par Courajou, avec ce plan d'eau. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez plus de voitures, ou très peu, et vous voyez une multitude de gens qui profitent de l'espace public. La création du réseau de tramway à Bordeaux s'est accompagnée d'un projet d'urbanisme qui a complètement transformé Bordeaux. Et les aménagements le long des quais et la priorité qui était donnée aux piétons ont rendu à Bordeaux une attractivité importante qui a stimulé toute son économie. Bordeaux compte 250 000 habitants. Strasbourg en compte 285 000. Ce sont des tailles de villes intéressantes, des métropoles pour le tram. Ici, c'est Catherine Trottmann qui a développé cette idée et développé le tram. On a commencé à y réfléchir dès 1990. Et ça a été vraiment un exemple en France, le tram de Strasbourg. Il a initié ce qui s'est réalisé à Nancy en 85, à Grenoble en 87, Paris en 92. Toutes ces réalisations étaient influencées par le tram de Strasbourg qui a été construit dès 1990. Et c'est le premier réseau de transport en France qui est constitué de voies, de rames à plancher bas. Montpellier, je recherche mes feuilles. Montpellier, c'est un réseau maillé, c'est intéressant. De nouveau, c'est 285 000 habitants. Et ici, on a un tram qui dessert Montpellier et sa métropole et qui s'est réalisé à partir de 1990. C'est un exemple assez intéressant de réseau maillé et vous voyez les espaces publics qu'on a pu réaliser grâce au tram. Angers, 150 000 habitants. Un tram qui a été inauguré en 2011, donc c'est une des dernières réalisations. C'est un tram sans caténaire et c'est la troisième réalisation de tram sans caténaire qui a été mise en œuvre en France après Bordeaux. Et enfin, Valenciennes, qui est vraiment un exemple saisissant, parce que Valenciennes ne compte que 45 000 habitants, c'est-à-dire que le tram n'était vraiment pas une nécessité dans une aussi petite ville. Et malgré tout, dans l'idée française du tram, on a voulu doter Valenciennes d'un tram pour essayer de dynamiser son urbanisme. La caractéristique du tram à Valenciennes, c'est que c'est un tram-train et qui dessert non seulement la ville de Valenciennes, mais qui vient jusqu'en Belgique. Et il utilise les rails, l'infrastructure du train. Et donc, tous ces exemples, toute cette réflexion sur le tram me posent des questions, notamment sur l'infrastructure que nous sommes en train de réaliser à Liège, sur les infrastructures que nous allons poursuivre de développer à Bruxelles. Et si je vous montre le plan du tram à Liège, vous voyez directement qu'il ne s'agit pas d'un réseau maillé, mais qu'il s'agit d'une structure linéaire. Structure linéaire avec deux grands espaces de parking de délestage, l'un à Sclessin, le fameux stade du Standard, et l'autre à Cormeuse. Bon, la question qu'on se pose, c'est de savoir si ce choix a été fait de manière volontaire par les politiques ou s'il s'agit d'une opportunité étant donné la topographie de la ville, ou
s'il s'agit aussi d'une première étape d'un réseau qui pouvait devenir maillé. Quoi qu'il en soit, au stade actuel, c'est un réseau en arête de poisson avec des nombreuses pertes de charge à tous les endroits que vous voyez ici qui sont des reports sur le bus et qui permettent donc aux gens d'aller plus loin, d'aller au-delà de l'agglomération. Je me pose ces questions sur Liège parce que quand j'ai préparé l'exposé avec ma fille Daphné, nous avons appris qu'il y avait une maquette du tram qui était exposée à Liège. Et donc nous sommes allés voir la maquette du tram en imaginant qu'on allait voir des aménagements urbains. Qu'est-nenni, dirait-on à Liège. On y a vu en fait une maquette d'une rame de tram. Et donc c'est un peu inquiétant de se dire qu'on s'est peut-être trop focalisé sur l'outil, sur le moyen, et pas suffisamment sur l'objectif, sur le but. C'est d'autant plus tracassant que cette maquette a coûté entre 1,5 million et 2 millions d'euros, qu'une rame de tram coûte 3 millions, et qu'à Liège, on n'a pas suffisamment de moyens pour acheter le nombre de rames nécessaires pour assurer le débit nécessaire. Alors, si on regarde un peu plus loin sur les aménagements, on se rend compte que certains aménagements n'ont peut-être pas suffisamment pris en compte l'urbanisme. Je prends par exemple ici la place des déportés, que certains collègues de ma classe connaissent très bien pour avoir imaginé l'esplanade Saint-Léonard. Je pense à Arlette qui est quelque part là dans la salle. Et vous voyez qu'ici, le tram va traverser cet espace-là et va définitivement condamner toute activité sur cet espace. Je ne sais pas si c'est le meilleur aménagement qu'on pouvait imaginer. Et je me dis qu'on a peut-être trop réfléchi en termes de gabarit, de rayons, pour prendre les virages, de pentes, etc. Et peut-être pas suffisamment réfléchi à l'aménagement urbain que le tram, par l'économie des voies qu'il permettait, que le tram pouvait procurer, qu'il pouvait donner. Si on regarde du côté de Coron-Meuse, on voit c'est une extrémité du tram, et il ne s'agit pas d'espace à proprement aménagé avec la même qualité que la qualité que Courajou a par exemple mis sur les quais de Bordeaux. Et on peut se demander à quoi ceci va servir avec ces plantations par rapport à tout le potentiel que le tram pouvait permettre. Et enfin, je terminerai par un dernier exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est l'esplanade des Guillemins. C'est un concours que j'avais remporté avec Laurent Ney comme ingénieur, Laurent qui va prendre la parole directement après moi, avec 4D et un bureau paysagiste qui s'appelle Terre, ce sont des Français, où à l'époque, j'avais imaginé de faire une grande esplanade allant de la gare vers la Meuse et même au-delà de la Meuse par cette passerelle. Et cette passerelle débouchait, les piétons, les cyclistes pouvaient venir directement de l'esplanade pour aller sur l'île de la Bovry, et ça permettait tout l'aménagement de cet espace, cette esplanade qu'on comparait un peu à une rambla. À l'époque, on a été fortement concurrencé, il y avait d'autres idées, et notamment l'architecte Santiago Calatrava, qui avait imaginé la gare de Guillemins et qui est en train de réaliser la gare de Mons. L'architecte avait imaginé de faire un plan d'eau pour valoriser son œuvre, mais coupant ainsi toute liaison entre la partie nord et la partie sud de la ville. Au contraire, la Rambla, et vous voyez dans les projets que j'avais dessinés, là j'avais dessiné ce qui est devenu aujourd'hui la Tour des Finances, on a vraiment maximalisé
ces liaisons nord-sud, en plus de l'axe est-ouest. On a imaginé différents tracés du tram sur cette rambla, sur cette esplanade des Guillemins. A été envisagée une circulation, pour ceux qui connaissent Liège, par la rue des Guillemins, qui est une rue très commerçante, et puis de passer par ici. Et ces travaux là-bas, dans la rue des Guillemins, ont été évités de manière à ne pas perturber l'activité commerciale fragile à cet endroit. J'ai pour ma part développé cette idée, c'est-à-dire que par rapport à l'esplanade que vous voyez ici, voilà la gare, voilà la passerelle telle que je l'avais imaginée, le tram venant de l'avenue Blondine passait ici, prenait l'ancien tracé de la rue Bovy et arrivait ici à un espace de liaison tram, bus, taxi à proximité directe de la gare, ce qui permettait de dégager tout l'espace public et de rendre l'espace public aux citoyens, aux urbains. D'autres tracés ont été envisagés. Il y avait celui-ci où le tram longeait la rue Paradis, et puis là partait en diagonale pour repasser de l'autre côté. On aurait pu faire une variante où le tram longeait les immeubles ici, et puis une autre version qui a été très rapidement abandonnée par la ville. Et finalement, ce qui va se réaliser, c'est cette version-ci. Et donc la version, si vous voulez, où le tram va traverser en diagonale l'esplanade des Guillemins et où, notamment à cet endroit-là, il sera très difficile de faire cohabiter tram et activité urbaine. Mais ce n'est pas trop mon rôle que de juger ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Je voulais simplement aujourd'hui vous poser une question. Tiens, que peut-on faire du tram? Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser comme outil de redéploiement urbain? Et avec son corollaire, est-ce qu'à Liège, en particulier, le tram est-il réellement pensé comme alibi de requalification urbaine? C'est à vous de répondre à la question. Voilà, je vous remercie pour votre audience. Donc, merci Daniel pour cette première lecture. Madame la ministre, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, merci d'avoir sacrifié ce beau samedi automnal pour venir dans cette salle sombre. J'espère que vous n'allez pas le regretter et je ferai de mon mieux pour que vous ne regrettiez pas. Il y a quelques années, il y a quelques années, j'étais à Tokyo, dans un grand bureau de consultance, et on m'a demandé mon opinion sur un pont qui était en train d'être étudié. Et je me rappelle avoir demandé à ces ingénieurs qui étaient là, 1, 2, non, toujours pas, 1, 2, voilà, je pense que ça marche maintenant. Et je me rappelle avoir demandé à ces ingénieurs qui avaient dessiné le pont. Je n'ai pas eu de réponse, j'ai eu quelques regards perplexes, un peu gênés. Un pont, ça ne se dessine pas. On choisit ça dans un catalogue, on donne quelques dimensions, et c'est tout. Mon opinion est le contraire. Je pense qu'un pont se conçoit, ça fait plus de 20 ans que je me bats pour ça, et je pense que c'est extrêmement important que ça reste des objets de rêve, des objets d'exception. Ils nous permettent de traverser le vide. C'est quelque chose d'exceptionnel dans un parcours, et ça doit le rester. Et ce n'est pas du tout contradictoire, je veux dire, la bonne ingénierie n'est pas contradictoire avec la bonne architecture, au contraire. Je vais vous faire voyager un peu, on va commencer
au Japon, à Dejima, c'est le sud du Japon. Dejima est très important pour les Japonais. Pourquoi? Parce que durant toute une période, le Japon était isolé du reste du monde. Et Dejima était une île artificielle, vous la voyez sur la droite, qui était le seul point de contact du Japon avec le monde extérieur. Donc historiquement, c'est quelque chose de très important. Et cette île à droite était reliée à la terre ferme à gauche avec un petit pont qui avait 5-6 mètres de portée, donc très petit, et qui malheureusement a été démoli. Pourquoi? Parce qu'on a élargi, pour des raisons hydrauliques, la rivière que vous voyez au centre de l'image. Donc c'est un concours auquel on a participé et dont on est sorti lauréat. Alors, entre les Portugais arrivent 1636, en 1641, c'est les Hollandais qui arrivent, Hollandais, Pays-Bas, enfin, on faisait partie à ce moment-là, donc un peu les Belges aussi, hein, avec la VOC, la Compagnie des Indes orientales, et ils s'installent à 1641 et ils repartent en 1859. À ce moment-là, le Japon s'ouvre, les Américains sont venus et, je vais dire, l'île n'a plus vraiment de fonction. Après, cette île est phagocytée, elle est mangée pratiquement par la ville de Nagasaki. Aujourd'hui, ce n'est plus une île. Voilà, donc ça c'est la situation historique. Avec à droite, vous voyez la presqu'île de Dejima et les bateaux de la VOC. Alors, c'était quoi l'idée? L'idée de ce pont, c'est de, quelque part, essayer de s'intégrer dans ce site historique. Une des conditions du client était de ne pas faire de fondation sur l'île Dejima. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être des restes historiques. Et ici, en Europe, on aurait fait des fouilles et on aurait fait des fondations. Mais là, c'était pas possible. Je veux dire, le sol est devenu presque sacré, on ne pouvait pas le toucher, donc on a juste osé faire une toute petite dalle de 20 cm. Ce qui a eu une forte influence sur le concept structurel, et vous voyez ici en bas, en fait on a fait une sorte de pont qui est en porte-à-faux et qui vient que toucher l'extrémité droite. Donc on n'introduit pas de réaction, ou très peu, hein, en tout cas sous poids mort il n'y a pas de réaction. Et même, je vais dire, sous séisme, ce pont, il résiste sans appui à droite sur l'île de Dejima. Donc ce concept, qui est relativement simple, est quelque part intégré dans le site, ou comment est-ce qu'on donne la référence du lieu dans cet ouvrage. En fait, quand on regarde l'architecture existante du site de Dejima, c'est une architecture qui est basée sur des rythmes très serrés. Donc, on a une échelle de lignes horizontales et verticales qui est vraiment caractéristique de l'architecture japonaise de cette époque. Et on a pris ce rythme de lignes verticales et horizontales et on a repris ça dans notre ouvrage. On a déformé. Pourquoi? Déformé pour, bien sûr, obtenir la hauteur structurelle qu'on avait besoin. Et on arrive à un ouvrage qui est fait de lignes verticales et horizontales. Alors pourquoi je vous montre cette image-là? C'est parce que, normalement, quand on fait de l'infrastructure, les gens sont contre. Hein, not in my backyard. Et ici, c'était tout le contraire. On a réussi à enthousiasmer la population locale et il y avait des milliers de personnes qui sont venues simplement pour voir la mise en place de ce petit ouvrage finalement, puisque c'est que de 40 mètres qu'il s'agit. Et je pense que ça c'est fondamental, c'est extrêmement important que dans un processus de construction, de réaménagement, de transformation, qu'on arrive à enthousiasmer la population, puisque finalement c'est pour la population qu'on fait ce genre d'ouvrage. Vous voyez, il y en a partout, il y a les hélicoptères, ça a été transmis à la télé. Voilà, donc quelque part, on reconnectait les gens de Nagasaki avec leur passé, avec leur culture, avec leur histoire.
Cette image-là, elle montre bien l'idée première du concept, ces lignes qui quelque part, reprennent cette rythmique qui existait dans l'architecture de l'île. C'est un pont qui change de couleur, donc c'est une couleur qui est un peu spéciale, qui est une couleur mi-cassée, et le soir, quand le soleil se couche, on a une couleur plutôt rougeâtre, dorée de l'ouvrage. Le pont en tant que lieu, on va revenir en Belgique, pas très loin d'ici, en fait, Cage aux ours. Alors, voilà, c'est un peu trop vite. Donc c'est un projet qu'on a fait avec MSA, Benoît Moritz, Jean-Marc Simon. Et vous voyez que donc c'est une situation relativement complexe qui résulte en fait de l'urbanisme du chemin de fer, qui est présente dans toutes les cités. Donc vers 1860-1870, on a une transformation due à l'apparition du chemin de fer. Et on trouve beaucoup de problèmes aujourd'hui qui résultent de ces constructions des années 70. On a 2-3 ouvrages dans des sites tout à fait différents, à Albi par exemple, où la problématique est la même. On détruit en fait le tissu urbain et il n'est jamais vraiment recollé. Alors, le chemin de fer, ici, il est... Oh non. Ah, c'est ici, voilà. Donc, le chemin de fer, ici, vous voyez qu'il y a tout un réseau de routes qui arrive vers le centre, et vous avez un sorte de grand rond-point avec un no man's land coupé en deux qui ne fonctionne pas d'un point de vue urbanistique. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé, finalement? On a proposé un pont qui sert également de lieu, qui est une sorte de liaison entre les deux parties ici, mais qui peut aussi être un espace où les gens s'arrêtent. Donc ce n'est pas uniquement un pont, ce n'est pas uniquement le passage, c'est aussi un lieu. Comme on est au-dessus du chemin de fer, donc il faut bien sûr mettre les ouvrages en place en une fois, ça se fait la nuit. Et vous voyez ici le résultat, où quelque part, nouveau, cette place qui n'avait pas de sens, ce no man's land, on lui redonne un sens. Les gens ils peuvent aller, ils peuvent transverser, mais ils peuvent aussi rester à cet endroit et profiter de cet espace. Alors, souvent, le contexte est l'élément déclencheur, donc on va essayer de concevoir un objet pour un lieu donné, et c'est ce contexte qui est souvent un contexte historique finalement, puisqu'on est dans une situation existante, qui va nous guider. Alors, on a eu récemment un projet où le contexte était, je vais dire, pas l'histoire, mais la légende, puisqu'on a fait un pont dans un lieu, soi-disant, où le roi Arthur a été conçu, suivant la légende. Alors le roi Arthur, on ne sait pas s'il a existé, on ne sait pas quand, mais on sait où il a été conçu. Voilà. Vous riez, mais il y a 250 000 personnes chaque année qui vont au fin fond des Cornouailles pour aller voir ce site. Alors, voyez à la droite les restes d'un château fort qui était relié avec celui-ci. Entre-temps, tout s'est effondré. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est le château fort d'Arthur. Absolument pas. Ça a été construit par les Normands au XIe, XIIe siècle dans un style vieux normand. Pourquoi? Parce que les gens de roi Arthur, 5e, 6e siècle, donc quelque part, ils devaient asseoir leur autorité, puisqu'ils venaient d'envahir l'Angleterre, et ils se sont appropriés ces légendes
et ils construisent un château. Donc, finalement, quand vous allez voir sur place, qu'est-ce que vous voyez? Une nature vraiment magnifique, c'est très beau. Mais à part cette nature et quelques pierres ici qui ne sont pas du roi Arthur, vous ne voyez pas grand-chose. Environ 70 mètres, ici à relier. Et finalement, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Les gens, ils viennent là à cause de la légende. Hein. On voit sur site, on ne comprend rien, donc il faut regarder. Et dans ce contexte-là, bien sûr, rajouter quelque chose, c'est quelque chose, un acte qui peut démolir cet imaginaire-là. Donc il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait dans ce contexte-là. Et je dois dire que ça a été un des projets les plus difficiles au bureau. On a fait ça comme des bons ingénieurs, on a fait ce qu'on nomme une trade-off matrix, avec plein de solutions qu'on savait qui n'étaient peut-être pas possibles, mais simplement thinking out of the box et voir à quoi on pouvait arriver. Et finalement, on a identifié 4 types de ponts qui nous paraissaient intéressants. Un pont en arc, ce qu'on nomme un fish palitras, c'est-à-dire un pont qui était qui était isostatique avec une hauteur structurelle plus importante au milieu, qui avait le grand avantage de ne pas avoir besoin de grandes fondations, puisqu'on savait qu'il y avait peut-être des restes historiques au niveau des fondations. Un stress ribbon, ce qui est une sorte de pont caténaire tendu, mais qui n'était pas possible parce qu'on arrivait à des angles trop forts à cause de la différence de niveau entre les deux points d'appui. Et puis un pont avec des piles obliques, mais qui, selon nous, n'étaient pas très adaptés à ce site-là. Alors finalement, on a fait autre chose. On a fait ce qu'on nomme un pont en porte-à-faux, un pont cantilever. Alors pourquoi ? Alors il y a 2 raisons à ça, parce que d'un point de vue constructif, le site n'étant pas accessible, on a dû mettre en place des petits morceaux. Et c'était la façon de le construire qui était le plus adaptée à ce site-là, puisqu'on ne pouvait absolument pas intervenir dans toute cette zone-là. Donc l'idée, c'était de mettre en place des petits éléments de pont. Et vous voyez qu'il y a des exemples historiques, comme le Firth of Forth, qui était la plus grande portée lors de sa construction, plus de 500 mètres. Et on a utilisé la même technique, c'est-à-dire qu'on construit en porte-à-faux vers le vide avec des petits éléments. C'est un vieux type de pont, c'est même plus vieux qu'un pont en arc, puisque, je veux dire, dans le monde celte, c'est le type de pont par excellence. C'est un concept qui est très intuitif. Vous prenez des éléments et vous avancez dans le vide. Voilà un peu l'ouvrage, avec une structure principale en acier de pin, des aimants qui sont en inox, des ardoises mises sur champ pour faire le platelage, pour avoir une matérialité qui était adaptée au site. Alors les ardoises, ils ont été faites à 2-3 km de là, dans une carrière qui est là depuis plus de 2000 ans. Donc c'était pratiquement une obligation d'utiliser ce matériau. Et donc l'astuce ici, c'était de le mettre sur champ. Donc ça, c'est une technique qui existe aussi sur le site, donc qu'on a simplement recopié et mis à l'échelle du projet. Et vous voyez qu'il y a une très bonne intégration de ce platelage avec le reste de la nature. Alors, je vous ai dit que construire, c'était compliqué à cet endroit-là, puisqu'il n'y a pas de route qui arrive à ce site. Donc, on a mis ce qu'on nomme un cable crane, c'est-à-dire que c'est une sorte de grue qui se balade sur un câble. Donc, c'est une technologie qui vient de Suisse, des Alpes.
Et donc, on a amené des petits morceaux de 4 tonnes. Au début, on ne savait pas très bien si on allait construire avec ce système-là ou avec un hélicoptère. Mais de toute façon, ça ne changeait rien puisque l'hélicoptère aussi, il était limité à 4-5 tonnes. Donc, vous voyez ici le câble qui est tendu de l'île jusqu'à la terre ferme. Voilà les pièces qui sont amenées sur site, assemblées. Et un petit time-lapse pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que c'est lancé, que ça a commencé, ben, ça va relativement vite. Et puis, on arrive à la fin. Vous voyez aussi qu'il ne pleut pas toujours en Angleterre, quelquefois il fait beau. Et voilà l'ouvrage terminé, avec cette couleur rouge rouille, qui est aussi très changeant, puisqu'on peut avoir presque une couleur noire en fonction de l'ensoleillement. Avec cette, je pense, très belle intégration dans le site naturel. Alors, on va revenir en Belgique avec une intervention que j'ai nommée la surface en tant qu'épaisseur. Pourquoi? Parce que c'est un pont où on a joué sur l'épaisseur de la matière. C'est un pont qui est fait avec une tôle, avec très peu de raidisseur, où on a enlevé la matière là où il fallait. Donc c'est une approche qui est tout à fait différente d'une approche normale. Je veux dire, une approche d'ingénierie normale, c'est de découper un problème complexe dans une série de problèmes simples et après de réadditionner tout. Donc c'est une logique, je veux dire, additive qui nous vient du 19e siècle. Mais ici, c'est un pont qui est réfléchi d'une autre façon. Donc on fait le contraire. On enlève ce qu'on n'a pas besoin. Nous sommes à Anvers, Spoor Noord. Donc ici, c'était la gare du nord d'Anvers. Ici, il y a les Leie, qui est un axe nord-sud extrêmement important à Anvers. Et donc, cette gare a été démolie et on a fait ici un développement. Donc, il y a différentes tours qui ont été construites et un parc qui est le parc, je vais dire, le plus populaire d'Anvers. Alors, vous voyez que l'infrastructure a une grande résilience. La façon dont on l'utilise change avec le temps. Oui. Donc ici, ça devient un parc. Mais le lieu et les liaisons qu'elle permet restent. Alors, quelque part, on a réinventé un pont en arc, puisque on est parti d'un tube, on l'a déformé pour qu'il ait plus de hauteur au milieu, plus de largeur sur les appuis, et finalement, on arrive à un objet, quelque chose qui est fait avec une surface, une épaisseur, une tôle d'acier, et qui permet de remplir toutes les fonctions qu'un pont doit remplir. Alors la face latérale, on sait que les efforts ne sont pas très grands, donc on peut l'ouvrir, et nous avons fait une sorte de pattern hexagonal, et les ouvertures ont été modulées en fonction des efforts dans la structure. Et donc ça, c'est un rendu qu'on a fait durant les études, où l'idée vraiment était d'avoir ce tunnel, ce passage, puis souvent un pont, c'est un passage entre la ville, dans ce cas-ci, quelque chose d'extrêmement urbain, vers le parc, quelque chose de plus naturel, du travail vers le repos. Et c'est un peu comme Alice au pays des merveilles qui traverse cette porte et qui se retrouve dans un autre monde. Mais ici, c'est un peu la même chose. Vous traversez ce pont et vous vous retrouvez dans un autre monde. Il a été construit d'une pièce, c'est fait un peu plus de 70 mètres. Et il a été amené avec on nomme ça des SMPT, des CAMAX, une sorte
oui, camion, c'est pas le bon terme, mais enfin avec beaucoup de roues qui permet de prendre des grandes charges. Voilà, et puis ici l'ouvrage fini. Qui fonctionne extrêmement bien quand il y a du soleil, puisque je vais dire, ce motif va se retrouver un peu partout, un peu comme quand vous vous promenez dans la forêt avec le soleil qui est filtré à travers les feuilles des arbres. Toute la partie supérieure, il n'y a aucun raidisseur. Dans cet ouvrage, il y en a sous l'ouvrage transversalement. Alors ce pont, il a beaucoup de succès. Quand vous allez voir sur Instagram et vous tapez Parkbrug, il y a plein de gens qui font des photos. Ils font plein de choses formidables sur ce pont, c'est incroyable. Alors, de nouveau, on fait ces ponts pour les gens. Il faut arriver à enthousiasmer les gens, donc avant, pendant et après. Et donc, je vais finir sur ce projet-ci, qui pour moi est un très bel exemple d'un processus participatif. Au lieu de dire à un architecte, un ingénieur, faites-moi le pont et après on va voir la population, ici, ça a été le contraire. On a été désigné auteur de projet sur une sorte de note méthodologique et la première chose qu'on a fait, c'est 2 soirées avec la population locale qui était invitée à faire un brainstorming avec nous sur ce qui les intéressait, eux, pour leur nouveau pont. Et le résultat de ça, de ce processus, c'est cet ouvrage ici qui ressemble un peu à un ovni, mais qui, je pense, on n'aurait jamais pu dessiner comme tel sans ce processus participatif. Ça, c'était le premier esquisse de la commune comme référence, avec comme objectif d'avoir un pont pour piétons où les voitures étaient que tolérées, donc l'usager principal est le piéton et le cycliste. Ça, c'est le résultat de cette première soirée où on avait un peu écrit tout ce que les gens voulaient. Et une des choses qu'ils voulaient, c'est que ce soit plus qu'un pont. Alors, plus qu'un pont, pour moi, c'est quoi ? C'est par exemple ici Utrecht, où on voit que l'infrastructure, maintenant, est utilisée d'une façon tout à fait différente. Elle fait partie de la qualité de la vie. Les gens sont là sur cette terrasse. C'est devenu, entre-temps, des restaurants. Et vous voyez que l'infrastructure n'est pas en opposition avec l'urbanité, avec une qualité de vie. Non, elle peut devenir cette qualité de vie. Un autre exemple, ici, on est à New York, en sortant de Central Station, où ce pont et ce café ne font qu'un. La même chose à Tokyo, mais d'une façon un peu plus brutale, je vais dire, mais c'est quand même construit d'une manière tout à fait organique. Les premières esquisses où on voit qu'on a essayé de faire une sorte d'espace à l'intérieur qui devrait être un espace peut-être d'un café, d'un restaurant, d'avoir une fonction urbaine à l'intérieur de l'ouvrage. Premières esquisses. Et finalement, le client nous a dit « c'est très bien ça, mais vous nous faites un peu peur quand même ». On a un processus qui est très court, on doit réaliser ce pont et ceci, c'est un risque que nous ne pouvons pas amener. Alors finalement, ils aimaient bien le concept, c'est-à-dire qu'on a fait un ouvrage qui n'est plus habitable ou plus exploitable, mais qui peut se visiter d'en dessous. C'est-à-dire c'est une sorte de coque reliée par 2 passerelles et on va en fait sous l'ouvrage. Et ceci, c'est une image extrêmement importante pour moi. Je voulais que ce pont se lise. Il a été conçu de bas en haut. Normalement, on conçoit de haut en bas, comme votre voiture. C'est un design qui est de haut en bas. Et tout ce qui est en dessous est technique et on ne veut pas le montrer. Ici, c'est le contraire. C'est un pont qui se lit d'en dessous. Il y a la réflexion du soleil qui va animer cette surface et vous avez une autre expérience de l'ouvrage d'art.
Je vais aller très vite ici à travers le concept structurel. Un pont, ce n'est pas compliqué. Un pont, c'est de la hauteur. C'est de la matérialisation de la hauteur. Dans ce cas-ci, on a le platelage supérieur où il y a des voitures qui passent et en bas, les piétons. Donc, ceci est la hauteur de notre ouvrage, la hauteur structurelle que nous avons besoin. Nous avons relié avec 2 faces obliques. Et en faisant ça, on a une sorte d'effet d'arc transversal. Et un effet d'arc, ça marche bien. On sait ça depuis 2000 ans. Mais ça donne aussi des poussées. Alors, ces poussées doivent être prises. Et la façon de reprendre ces poussées, on a incliné les colonnes, vous l'avez vu sur les dias précédents. Alors, on s'est payé un coffrage assez complexe pour faire la liaison entre les piles et le tablier lui-même, et qu'on a réutilisé 8 fois, donc c'est toujours le même. Je voudrais aussi dire ici qu'on a travaillé avec l'entreprise pour réaliser ça dans un budget très serré, et finalement, le coût de réalisation était de l'ordre de 30% inférieur au coût estimé par la commune. Le coffrage, pour avoir cette réflexion, on a eu un coffrage extrêmement lisse, peint, brillant, avoir une sorte de polymiroir sous le pont. Ça, c'est une photo après le décoffrage, quelques jours après le décoffrage. Vous voyez vraiment que c'est quelque chose de très brillant, très plastique, un objet qui a sa propre force et sa propre cohérence. Alors, aux Pays-Bas, et je pense que c'est important, il y a une sorte de sport national qui est de donner un nom à chaque pont. Et de nouveau, la population a été impliquée. On en a fait un concours et le premier prix était un tour en ballon au-dessus de l'ouvrage ou au-dessus de leur ville, puisque c'est la même chose. Voilà, on a impliqué les gens au début, on les a impliqués à la fin. Et je pense que c'est extrêmement important de faire de cette manière-là. Alors je vais finir avec quelques images et un petit film qui montre comment l'ouvrage aujourd'hui est utilisé. Un film qui parle, à mon avis, de tout, sauf du pont. Et qui montre aussi que l'infrastructure n'est pas en opposition avec la qualité de vie.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à Laurent pour ce moment de poésie, parce que c'était absolument magnifique. Et en plus, c'est aussi éminemment symbolique pour l'Académie royale de Belgique que de parler de pont. Le pont entre les différentes disciplines, le pont aussi entre les disciplines artistiques et scientifiques, et puis la société. C'est ce que nous avons vu cet après-midi, à la fois avec la lecture du directeur de la classe, Daniel Dethier, et après cette communication de Laurent Ney. Alors il y a traditionnellement, Madame la Ministre, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, une partie nécessaire à chaque séance publique de classe, et elle commence par un hommage traditionnel aux membres de la classe qui nous ont quittés depuis la dernière séance publique. Et je commencerai, merci beaucoup, aujourd'hui par notre confrère Michel Siry, membre associé émérite, un peintre, graveur, dessinateur, illustrateur, compositeur aussi. Michel Siry avait étudié à l'École d'art appliqué de Paris, tout en s'initiant à la musique avec Nadia Boulanger. Il donne toute une série de concerts, compose, et notamment 6 symphonies sacrées pour chœur et orchestre, ainsi que de la musique de chambre. En 1953, Michel Siry va remporter le concours Reine-Élisabeth de composition. Mais 5 ans plus tard, il décide qu'il souhaite mettre fin à
à son activité musicale, considérant que la peinture, le dessin, la gravure, l'écriture aussi suffisaient à son besoin d'expression artistique. En 1942, il avait illustré son premier livre, La Reine morte, de Monterland, avec 10 eaux fortes. 10 eaux fortes, c'est l'occasion, c'est l'époque aussi où il commence à peindre des thèmes qui iront du sacré, comme notamment cette descente de croix, au profane, je pense ici à Arlequin ou au Grand Toit sous la neige. Son œuvre sera exposée un peu partout dans le monde et les éditions Buchet-Chastel à Paris vont publier en 1992 son journal sous le titre « La vie est une ombre ». Michel Siry avait été élu membre associé le 5 mai 1988. Il était devenu émérite le 18 décembre 2013. Charles Vandenhoven était également membre associé, architecte. C'est une séance qui évoque fortement l'architecture. Il avait entamé sa formation d'architecte à l'école Saint-Luc, à Liège, avant de poursuivre son cursus à la Cambre, dans l'atelier de Victor Bourgeois. Il se lie d'amitié avec un autre architecte, Lucien Kroll, le père de Pierre Kroll, et s'associe avec lui jusqu'en 1958, date à laquelle il fonde son propre bureau. Ces grands chantiers des années 1960 attestent de la qualité de ses recherches basées sur la monumentalité, la force, la simplicité aussi et le dépouillement. Dans les années 1970, il travaille essentiellement sur un bâtiment que vous connaissez probablement tous et dont je vous souhaite de ne pas trop fréquenter les lieux, le CHU du Sartillement, le grand hôpital du Sartillement. Il se concentre ensuite sur la transformation de l'hôtel Taurentius à Liège et sur une rénovation dans le quartier de Hors-Château. Dans les années 1980, il va alors travailler hors frontières de la Belgique, et notamment à Paris, où il va construire le Théâtre des Abbesses, dont voici la façade, qui sera inauguré en 1996, et puis il travaillera beaucoup aussi aux Pays-Bas. Charles Vandenhoven a toujours veillé par ailleurs, et je pense que c'est essentiel de le souligner, à intégrer les arts plastiques dans son architecture, et je pense ici notamment aux œuvres de Léon Vuillard, qui est également membre de la classe des arts. Charles Vandenhoven avait été élu membre associé le 29 mars 2012. Jean Starobinski était né à Genève et a mené de front des études de médecine et de lettres classiques. Et jamais il ne se départira de ces deux passions. Docteur ès-lettres, sa thèse avait porté sur Jean-Jacques Rousseau. Préalablement, il avait aussi traduit en 1945 la colonie pénitentiaire de Kafka parce qu'il avait rencontré durant la Seconde Guerre mondiale Félix Boer, qui était l'ex-fiancé et ami de Kafka. Il publie de nombreux ouvrages consacrés à la littérature et à l'art du XVIIIe siècle, sur Montesquieu, sur Diderot, sur Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, Diderot, pardon, et Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Et il écrit aussi à propos de problèmes de théorie critique et d'histoire des idées, raison pour laquelle il était membre associé de la classe des arts. Son expérience de médecin et de psychiatre l'avait conduit à étudier l'histoire de la mélancolie, notamment dans un ouvrage intitulé « Trois fureurs », paru en 1974. Il avait enseigné à l'université de Bâle et à l'université de Genève. Il était également membre de l'Institut de France et avait reçu un bon nombre de prix et de distinctions. Il avait été élu associé le 6 janvier 2000 et était devenu émérite le 18 décembre 2013. Agnès Varda nous a quittés, vous le savez, cette année, née à Ixelles, pas très loin d'ici. Agnès Varda avait étudié à l'école du Louvre et le soir, elle fréquentait l'école de Vaugirard en section photographie. Et pendant une dizaine d'années, elle va travailler comme photographe attachée au Théâtre national populaire.
Mais elle était aussi, vous le savez, réalisatrice. Elle était aussi plasticienne. En 1954, elle produit et réalise son premier long métrage, La Pointe courte, qui annonce par beaucoup de ses aspects les audaces de la nouvelle vague. Elle tourne aussi bien des longs que des courts métrages, des documentaires ou des fictions. J'évoquerai ici juste Sans toit ni loi en 1985, un film pour lequel elle va obtenir le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Comme artiste visuelle, elle présente ses premières installations en 2003, Patatutopia, qu'elle expose à la Biennale de Venise, mais aussi à Lyon et au SMAC à Gand. Dans ses constructions visuelles, formelles et narratives, elle n'a jamais cessé de s'interroger en fait sur le statut de l'image entre la réalité et la fiction. Agnès Varda avait été élue membre associé le 29 mars 2012. Robert Vangermet, voici un de ses, et même son dernier, une de ses dernières réalisations. Robert Vangermet, personnalité bien connue de la vie musicale, certes, et de la radio-télévision belge. Robert Vangermet était membre émérite de la classe, il était historien et musicologue, docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles. Sa thèse, intitulée « Le goût musical en France au XIXe siècle », portait déjà l'empreinte de son intérêt pour les études à caractère sociologique. Il crée dans son université un cursus complet en musicologie et il est l'auteur de nombreuses publications, dont par exemple François-Joseph Fétis, musicologue et compositeur. Je ne cite celui-là parce que Fétis fut parmi les 4 premiers musiciens désignés par l'État lorsque l'on crée l'Académie, enfin la classe des beaux-arts de l'Académie en 1845. Robert Vangermet, parallèlement à sa carrière académique, vous le savez, a aussi fait carrière dans le domaine de la radio et de la télévision. Dès 1946, il entre à l'INR. Il y exerce la fonction de chef des émissions musicales. De 60 à 77, il est directeur général des émissions françaises de la radio-diffusion-télévision belge, la RTB, et de 78 à 84, il sera administrateur général de la radio-télévision de la communauté française, la RTBF. Il fut également directeur de recherche au Conseil de l'Europe et présida le Conseil de la musique de la communauté française. Robert Vangermet avait été élu membre correspondant le 9 janvier 1986, membre le 8 janvier 2004. Il avait été admis à l'éméritat le 12 novembre 2014 et je rappelle qu'il avait également présidé l'Académie en tant que directeur de sa classe en 2007. Enfin, Antonio Lampeco, membre associé, potier, céramiste, sculpteur. Il maniait la terre et le feu et se forme dès 1945 dans un atelier de poterie. Arrivé en Belgique avec sa famille, en 1948, il y poursuit sa formation. En 1951, il passe un an dans l'atelier dirigé par Roger Sommeville, qui lui donne la possibilité de côtoyer un certain milieu artistique. Et puis en 1953, il est engagé par l'abbaye de Maretsu pour donner des cours à l'école d'artisanat. Il y prendra quelques années plus tard, en 1962, la direction de l'atelier de céramique. Artisan en perpétuelle recherche, il a apprivoisé la matière et dompté la technique pour porter à son plus haut point de maîtrise son dialogue avec l'argile. Antonio Lampeco a été élu membre associé le 5 mars 1998. Il est admis à l'éméritat le 18 décembre 2013. 2 nouveaux académiciens ont été élus cette année, le 28 mars 2019. Jean-Luc Fafchamp, pianiste et compositeur, professeur au Conservatoire royal de Mons en qualité de membre titulaire et comme membre associé,
Romeo Castellucci, metteur en scène et designer, docteur honoris causa de l'Université de Bologne, que j'ai eu tous deux l'occasion de présenter il n'y a pas tellement longtemps, le 5 octobre dernier, lors de notre séance de réception des membres. Madame la ministre nous avait fait aussi à cette occasion l'honneur de sa présence. Mais après avoir rendu cet hommage à nos membres, parce que les membres font l'Académie, je voudrais maintenant procéder à mon dernier devoir, qui est celui de proclamer les prix et les subventions octroyées par la classe des arts cette année. En effet, l'Académie a dans ses missions le soutien à la science, le soutien à la production artistique, et nous le faisons notamment à travers des prix. Et tout d'abord à travers le concours annuel. Depuis la création de la Société littéraire de Bruxelles en 1769, Marie-Thérèse d'Autriche avait obligé l'Académie à formuler, comme beaucoup d'autres académies à l'époque, des questions. Pourquoi? C'est une manière pour l'Académie de susciter des travaux de recherche, des travaux de création. Et donc, depuis 250 ans, cette Académie, qui a suivi la Société littéraire de Bruxelles, cette Académie, comme bien d'autres, formule des questions. La quatrième question attendait une réponse sur les jardins au XVIIIe et XIXe siècle dans l'actuel territoire de la Belgique. Et le prix de cette quatrième question a été décerné à Madame Nathalie de Harlay de Delin, docteur en histoire, art, archéologie de l'Université de Liège, maître assistante à la Haute École Charlemagne ainsi qu'à l'Université de Liège dans le master en architecture du paysage, membre entre autres du Comité scientifique international des paysages culturels de l'ICOMOS, et pour son mémoire répondant à la question et intitulé « L'art des jardins dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège », donc bien dans les territoires actuels de la Belgique, dans la seconde moitié du XVIIIe et au début du XIXe, évolution du goût et passion botanique sous l'influence des Lumières, et dans quelques temps, je ne préciserai pas, mais vous aurez le privilège de pouvoir lire son mémoire, puisque l'Académie royale de Belgique le publiera. Et je demanderai tout d'abord si le président veut bien regagner l'estrade, et si ça ne la dérange pas, je prierai aussi la ministre de suivre le président. Je pense que, comme elle nous fait l'honneur de sa présence, je trouverai éminemment symbolique qu'elle puisse aussi féliciter les lauréats. Et j'appelle donc Madame de Harlay de Delin à recevoir son prix et nos félicitations surtout. Alors, en plus de ces questions, l'Académie dispose d'un certain nombre de fonds académiques qui ont été créés par des donateurs au fil de son histoire, qui maintenant commence à compter un certain nombre d'années. Je me permets de signaler ça au cas où l'un d'entre vous aurait l'idée de faire de même. Et je commencerai par le prix Égide Rombaud. Égide Rombaud était né à Schaerbeek en 1965. Il mourra à Uccle en 1942. Il est élu correspondant de la classe des arts le 1er juillet 1909 et en fut membre à partir du 5 janvier 1911. C'est le fils d'un sculpteur et il se forme tout d'abord chez son père, Félix Rombaud, et chez Guillaume de Groot, tout en suivant des cours de dessin à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, ainsi que des cours de sculpture dans la classe de Charles van der Stappen.
En 1984, il seconde Jeff Lambeau, qui achève à ce moment-là la folle chanson et commence, Jeff Lambeau, La Fontaine de Brabo. En 1987, il obtient le prix Gottschalle et achève ses 2 premières commandes officielles, les statues d'Antoine van der Noot et d'Antoine van Grimberg pour l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Il se rend alors en Italie, en passant par l'Allemagne et l'Autriche, et en 1991, il regagne Anvers pour remporter le prix de Rome avec son Joseph présenté à Jacob. Se partageant ensuite entre Rome et Paris, il regagnera la Belgique en septembre 1995, engagé par Godefroy de Vries comme chef d'atelier. Il l'aide à réaliser les 10 monstres cracheurs pour la fontaine Anspach, que vous connaissez sans doute. En 1897, il remporte le concours pour l'érection du monument à Henri Vieuxtemps, lui aussi faisant partie des 4 premiers musiciens lors de la création en 1845 de la classe des Beaux-Arts, à l'époque Beaux-Arts. Les commandes s'enchaînent ensuite, l'Hôtel de Ville de Bruxelles encore, l'Arcade du Cinquantenaire, et à la veille de la Première Guerre mondiale, il termine son œuvre préférée que vous avez à l'écran, Le premier matin, inspiré d'un poème de Charles van Lerberghe. Après la guerre, les commandes s'accélèrent. Il sculpte plusieurs monuments commémoratifs et en 1921, il remplace Thomas Vinsotte comme professeur à l'Institut supérieur des beaux-arts d'Anvers, puis succède à Paul Dubois à l'Académie de Bruxelles, cumulant 2 charges professorales tout en continuant son travail de sculpteur. Vous l'aurez constaté, marqué par l'art de Rodin, son travail perpétue la tradition classique dans des volumes puissants qui témoignent d'un goût pour le mouvement. Par testament, Égide Rombaud fait un don à l'Académie, dont les revenus doivent être affectés à des buts artistiques et spécialement l'encouragement de la sculpture. Un prix fut ainsi créé pour soutenir le travail d'un sculpteur. Et la question formulée par la classe pour cette période triennale visait, je cite, une œuvre de lumière en interaction avec son environnement. Le prix a été décerné à Laurent Tresny, artiste plasticien. Son projet a été conçu pour le passage Charles Rogier. Il s'intitule « Planes passing over make the sound like insight when you are angry ». Angry, not hungry. C'est une proposition qui valorise la fonction du lieu. Les lumières sont pensées comme un prolongement de l'architecture. Elles se déplacent, relient un endroit à un autre, bougent au rythme des passants. Les lumières sont activées grâce aux vibrations des trains qui passent au-dessus du passage. Elles sont donc énergétiquement autonomes et elles sont directement en lien avec le paysage sonore. Le jury tient toutefois aussi à mentionner un autre projet qui lui avait été soumis, celui de Madame Cathy Weinders. Et j'invite Monsieur Tresny, s'il est là, oui, il est là, à recevoir les félicitations du président et de la ministre. Nous repartons à Uccle avec le prix Pierre Carsoul. Pierre Carsoul est né à Uccle en 1857, il y décédera en 1928 et commence sa carrière comme maçon, sous la surveillance de son père, Antoine Carsoul, contremaître, qui, à la mort du patron, va reprendre ses affaires et employer ses 2 fils. Très vite, ces 2 fils comprennent qu'ils doivent étendre leurs connaissances. Et Jean-Baptiste va étudier le dessin d'architecture, tandis que Pierre s'intéresse à la partie commerciale. Il va devenir entrepreneur et devinez qui va faire le lait. C'est évidemment l'entrepreneur Pierre Carsoul
qui mourra sans héritier et va léguer son immense fortune, en fait malheureusement pas à l'Académie, à la commune d'Uccle, qui va d'ailleurs inaugurer un monument en son honneur en 1936 dans le parc Montjoie, pour ceux qui le connaissent. Mais il y aura aussi une part de cette donation qui ira à l'Académie, un prix qui récompense la qualité artistique et technique d'un projet conçu et réalisé par un architecte. Et le prix, cette année, est décerné à M. Christoffel Bogart, architecte et chef de travaux à la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme de l'Université catholique de Louvain et collaborateur scientifique à la faculté polytechnique de l'Université de Mons. Il était chef de projet, entre autres, chez Alvaro Sissa et Jean Nouvel, et depuis 30 ans, il dirige son propre bureau d'architecture. Le prix Carsoul lui a été attribué, je cite, pour le projet relatif au parc du cimetière que nous avons ici, du cimetière Schronselhof à Anvers, qui apparaît comme l'expression tout en retenue d'une grande sensibilité. Le nouvel espace destiné à l'accueil des cendres se greffe au paysage classé du parc du cimetière Schronselhof. Les allées arborées, les canaux et les champs surélevés bordés de haies font partie des qualités intrinsèques du site. Sur une ancienne structure en pas de doigts est implanté le projet, pensé comme une enfilade de plein et de vide. En plus de l'aménagement général du site, Christoffel Bogart a conçu 4 pelouses de dispersion, des columbaria et des champs de tombes cinéraires pour un total de 3000 urnes chacune. Voilà, j'invite notre lauréat à recevoir son prix. Le prix Jean Deligne. Jean Deligne est élu membre de l'Académie, membre de la classe des Beaux-Arts en 1963 et en devient directeur en 1975. Il fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles sous la direction d'Ernest Tacker et s'inscrit dans la mouvance néoclassique entre les idées d'Henri van de Velde et celles de Victor Horta. Il trouve sa voie en cherchant la concordance entre la conception rationnelle et une esthétique attachée à la tradition. Gravement blessé pendant la Première Guerre mondiale, il est interné à Lausanne et profite de ce moment pour écrire une étude fouillée sur la reconstruction d'Ypres. Elle est publiée en 1918 et en 19 et 20, il remporte plusieurs concours publics, ceux des jardins, des cités-jardins, de Zaventem, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Oderghem. Il compte parmi les membres fondateurs de la Société des urbanistes belges en 1919. Il est aussi président de la Société centrale d'architecture de Belgique et dirigera un atelier d'architecture à la Cambre. Dans ses réalisations, il recherche le dépouillement et la monumentalité fonctionnelle. Et Pierre Deligne fait un don à l'Académie pour qu'un prix biennal soit institué. Il est destiné à couronner une réalisation ou une étude, qu'elle soit publiée ou non, contribuant à une meilleure connaissance des problèmes urbains et ou à l'amélioration des centres urbains. Et le prix, cette année, a été décerné à Lucie Bécou, ingénieure civile de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, très célèbre, et de l'Université catholique de Louvain. Lucie Bécou travaille sur la qualification spatiale des territoires et sur l'impact des paradigmes politiques contemporains sur les nouvelles manières d'habiter, également sur la trame urbaine des villes américaines notamment. L'imbrication de trames urbaines de différentes échelles a permis une spatialisation décentralisée du territoire où la ville est davantage définie par les grands espaces qui la ceinturent que par les notions européennes de centre et de périphérie. J'invite Madame Bécu à recevoir son prix.
Et enfin, dernier prix, le prix Arthur Mergelink. Arthur Mergelink était l'archiviste de deux villes, Furnes et Ypres, mais aussi un collectionneur, un antiquaire, un mécène. Il a été bourgmestre de Wulveringen et par testament, il lègue à l'Académie au début du XXe siècle son hôtel de maître de la rue de Lille à Ypres, qu'il avait acheté en 1892 et qui était devenu d'ailleurs pratiquement immédiatement un grand musée, un musée public, le musée Mergelink. Et puis toute une série de propriétés dont le revenu permet la création d'un prix décerné en alternance avec la classe des lettres pour couronner une œuvre portant sur l'histoire de l'art du territoire actuel de la Belgique à toutes les époques. Et le prix est décerné cette année ex aequo, d'une part à Madame Pascale van der Vellen, docteur en histoire de l'art et archéologie de l'Université de la Sorbonne et de l'ULB, conservatrice des instruments à clavier au MIM, pour son livre intitulé « The Golden Age of Flemish Harpsichord Making ». Voilà, le jury a tout particulièrement apprécié l'approche pluridisciplinaire et l'excellence des analyses ainsi que leur exploitation. Et je prie Madame van der Velde de venir recevoir son prix. Ex aequo, disais-je, donc les autres bénéficiaires de ce prix sont messieurs Dominique Weinwensberg, docteur en histoire de l'art de la KU Leuven et chercheur à l'Institut royal du patrimoine artistique, et Eric Verhoeken, chercheur spécialisé dans l'approche culturelle et historique de l'art du Moyen-Âge et des temps modernes, pour leur ouvrage intitulé « À l'écu de France, Guilibert de Metz, c'est la peinture de livres à Gand à l'époque de Jan van Eyck, 1410-1450 ». Le jury souligne à la fois la richesse documentaire et la hauteur de l'analyse qui apporte une vision renouvelée de l'art de nos régions au XVe siècle et en particulier à Gand. Et je prie les deux lauréats de venir recevoir leur prix en les félicitant pour leur ouvrage. Et voilà, ceci clôture à la fois la proclamation des prix pour cette année en ce qui concerne la classe des arts et puis cette séance publique de la classe des arts. Nous avons tenu dans un temps raisonnable, mais j'imagine que tout comme moi, vous vous désaltériez volontiers et dès lors, il y a un cocktail qui vous attend à la Galerie de Marbre, au premier étage. Je tenais à vous remercier très sincèrement pour votre présence cet après-midi. Et puis, je tenais à vous dire que vous êtes les bienvenus dans toutes les activités de l'Académie et tout particulièrement aussi aux concerts qu'organise la classe des arts régulièrement, au moins trois fois par an, des concerts qui font connaître non seulement la musique des membres de la classe, mais de manière générale les instrumentistes de la Belgique francophone. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi que je vous propose de commencer avec un petit verre à la Galerie de Marbre. Merci et merci à Madame la Ministre.